Bonjour à toutes et à tous. Donc, cinquième conférence depuis le début de cette année universitaire, depuis cette rentrée de 2026. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Yann Loiseau, qui est entraîneur professionnel de tennis de table depuis de nombreuses années maintenant. Yann vient pour la deuxième fois. Et d'ailleurs, on te remercie beaucoup pour cela. L'année dernière, tu étais venu avec Jeanne, puisqu'on avait mis en avant Jeanne Robe, qui est joueuse de Pro B à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Et donc, Yann a été son entraîneur et son formateur. Et l'année dernière, vous étiez venus tous les deux pour présenter notamment ton parcours, mais aussi ce projet avec Jeanne Robe. Cette année, Jeanne est partie dans d'autres sphères. Elle joue entre autres à l'étranger, encore à Saint-Pierre. Mais aussi, tu nous expliqueras peut-être cette subtilité du tennis de table qui permet de jouer dans plusieurs clubs à la fois. Et puis aussi, elle est comme vous, chers étudiantes et étudiants. Elle suit ses études puisqu'elle est à l'UFR STAPS de Rouen depuis le début de l'année. Donc Yann, eh bien, je te laisse la parole. Et puis, comme d'habitude, on a deux groupes rapporteurs. Vous pouvez poser des questions. Je vous rappelle le protocole. Vous vous présentez et vous dites quel est votre projet ainsi que l'activité physique et sportive dans laquelle vous êtes spécialiste. Merci, c'est à toi, Yann. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Je vais me présenter brièvement. Donc Yann Loiseau, comme l'a dit Frédéric, j'ai 54 ans. Je suis titulaire d'un brevet d'état premier degré tennis de table. Je suis originaire de Lyon et entraîneur professionnel depuis 1991. J'ai signé mon contrat en 1991, mon premier contrat à temps partiel à l'époque, mais en 1991. Alors, une petite précision par rapport à ta présentation, Yann. Nous, moi j'ai un BE2, toi tu as un BE1, on est dans les anciennes appellations, on va dire que l'équivalent aujourd'hui, diplôme d'État de la jeunesse et sport, donc DGEP, enfin ton BE1 correspond à DGEP actuel. C'est ça. Et actuellement, comme l'a dit Frédéric, comme il l'a souligné, je suis entraîneur à plein temps sur le club de l'Entente Saint-Pierre-Est tennis de table. Donc c'est sur la commune de Saint-Pierre-les-Elbeuf, à une vingtaine de kilomètres de Rouen. Surtout, si vous avez des questions durant l'intervention, n'hésitez pas à intervenir, ne pas forcément attendre la fin de l'intervention pour intervenir et poser vos questions. Donc mon intervention se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, donc une présentation de mon métier actuel et dans un deuxième temps, mon parcours professionnel et comment j'en suis arrivé à ce poste d'entraîneur à plein temps sur le club de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Avant de vous présenter mes missions au sein du club, il me paraissait important et indispensable de présenter le club de Saint-Pierre, puisque toute la structure, l'environnement dans lequel on fonctionne, nos missions découlent de l'environnement dans lequel on fonctionne et dans lequel on est employé. Alors, le club de Saint-Pierre-les-Elbeuf, donc c'est à 25 km de Rouen, ça fait partie de la métropole rouennaise. C'est un club de 200 licenciés avec une salle spécifique de 10 tables, donc il nous est dédié en permanence. C'est 18 équipes masculines et féminines et 9 équipes de jeunes. Aujourd'hui, le club compte 10 salariés, que ce soit entraîneurs et joueurs, puisqu'on a notamment de nombreuses joueuses qui sont professionnelles, donc elles ont un contrat de salarié au sein du club. Le club sportivement, donc c'est une équipe féminine en Pro Adam, qui est l'échelon le plus haut dans le championnat national, une équipe de Pro B féminine, qui est le deuxième échelon, et une équipe de National 1 féminine, qui est le troisième échelon. Voilà. Côté masculin, on a deux équipes qui évoluent en National 3 pour cette saison. Alors, juste une petite intervention. Tu disais donc que vous avez des professionnelles joueuses dans le club. Par contre, vous êtes sur une structure amateur.
me semble-t-il. Oui, c'est ça. Le tennis de table n'est pas un sport professionnel, comme peut l'être le football. On est un sport amateur parce qu'on n'a pas de ligue professionnelle au sein du tennis de table. Tous les championnats, le championnat professionnel est géré par la fédération. D'ailleurs, on appelle ça de la Pro A, mais savoir que ça ne veut pas dire professionnel, ça veut dire promotionnel. La nuance est importante. Voilà, la nuance est importante. Il y a le diminutif pro qui peut... Porte à confusion. Ouais. Tout à fait, ouais. Ensuite, on a eu 2 très belles saisons où on avait également une équipe en Pro B messieurs. Donc on était le seul club en France et on est toujours le seul. C'est jamais arrivé auparavant à avoir 3 équipes pro, 2 féminines et 1 masculine. Ensuite, c'est 5 entraîneurs sur le club. Alors, pas tous à temps plein. Je suis le seul à temps plein. Les 4 autres entraîneurs sont à temps partiel sur des missions bien spécifiques. On pourra y revenir un petit peu tout à l'heure. La dernière chose, pour avoir un petit peu une photographie du club, on est sur un club, alors je vais employer un terme qui est peut-être un petit peu péjoratif, mais avec une gouvernance à l'ancienne. Voilà. Non, intéressant. C'est-à-dire des dirigeants qui sont là depuis très très longtemps. Le président doit être à sa 38e année de présidence. Voilà. Le vice-président, on est à peu près sensiblement, on doit être à sa 30e année de bénévole au sein du club. D'ailleurs, lui met un stop à la fin de la saison. Voilà. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il fait le choix d'arrêter à la fin de la saison. Ce qui fait qu'on est sur une petite entreprise, parce que c'est 10 salariés, mais une gestion de la part des dirigeants un petit peu à l'ancienne, comme on pouvait diriger les clubs il y a plus de 30 ans. Quoi, en fait. À quoi attribues-tu cette gouvernance relativement longue là, des présidents et vice-présidents? Alors, concernant le président, il l'a dit l'autre jour, quand on en discutait ensemble, c'est un petit peu son bébé. Voilà, c'est-à-dire qu'on part d'un club qui au départ joue au niveau départemental. Voilà, et on arrive au fil des années, au fil des projets, on arrive à des équipes pro. Voilà. Donc on a du mal à lâcher, je pense. Alors il y a cet aspect-là, j'imagine, mais il n'y a pas non plus de jeunes qui souhaitent reprendre peut-être ce côté dirigeant qui demande de l'implication quand même. Oui, complètement. Savoir que ces 2 personnes-là, en fait, c'est quasiment, allez, on est sur un plein temps et demi de travail. Voilà. Énorme. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis un petit peu gouvernance à l'ancienne, parce que je pense qu'on a un virage à prendre. On en reparlera un petit peu tout à l'heure dans les évolutions. On a un virage à prendre sur un petit peu le mode de fonctionnement. Voilà. C'est-à-dire qu'une structure comme la nôtre, avec 10 salariés, avec 2 équipes pro, 200 licenciés, on devrait, je pense, passer, et à mon avis, on va y passer, par un principe de poste de directeur sportif, directeur administratif, on peut appeler ça de manière différente. Une sorte de manager, directeur sportif. Voilà, et qui absorbe un petit peu tout ce travail que font les bénévoles, qui représentent à peu près un plein temps et demi sur c'est un gros travail. Donc voilà un petit peu pour la présentation du club. Ensuite, donc de là... Juste une dernière question, excuse-moi Yann. Pourquoi plutôt une valence féminine que masculine ces dernières années? Ça s'est fait au fil du temps. C'est une évolution qui s'est fait naturellement. Ça s'est fait au fil du temps. Et puis ensuite, c'est beaucoup... On a eu à un moment donné cette équipe de Pro B masculine parce que c'était issu de projets autour de 2 jeunes du club. Voilà. Donc c'est un projet qu'on avait mis en place, qui a été mis en place sur 3-4 ans. L'équipe évolue en National 2. Les 2 jeunes avançaient plutôt bien dans leur catégorie. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bah voilà, soit on les conserve au club, et à ce moment-là, le club avance avec eux, soit à un moment donné, ils quitteront le club et ils partiront du club. Donc voilà, donc on a été jusqu'à de la Pro B masculine.
Ensuite, il y en a un des deux qui avait besoin d'aller voir encore au-dessus. On en parlera tout à l'heure parce que ça fait partie un petit peu des projets individuels dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc un des deux avait besoin d'aller voir au-dessus. Donc on a fait le choix à un moment donné d'arrêter cette équipe masculine. Voilà. Mais par contre, la filière féminine persiste. Après, on ne va pas se mentir, financièrement, alors peut-être malheureusement, mais c'est la réalité des choses, le tennis de table féminin coûte moins cher que le tennis de table masculin. Voilà, donc boucler un budget pour une équipe de Pro A féminine est beaucoup plus simple que de boucler un budget pour une équipe de Pro A masculine. Je pense qu'on reviendra sur la rétribution des joueuses et puis aussi des frais d'engagement, etc., qui fait qu'une saison est peut-être moins lourde financièrement que chez les hommes, quoi. Donc voilà, de cette photographie-là, un petit peu du club, découle mes missions au sein du club que j'ai articulées un petit peu autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la partie technique, voilà, pure, c'est-à-dire c'est l'entraînement au quotidien, l'encadrement des séances d'entraînement au quotidien. Donc moi, j'interviens au sein du club sur l'ensemble. Je vais de la Pro A féminine, puisqu'on a certaines joueuses qui s'entraînent au sein du club. Donc je vais de la Pro A féminine jusqu'au plus petit niveau. Voilà, jusqu'au niveau de départemental, loisirs, adultes loisirs, et que ce soit jeunes ou adultes. Oui, donc tu as des missions compétitives avec les promotionnels A et B, et puis troisième équipe en national, je crois. Hein. Oui. Et puis, de l'autre côté, un aspect peut-être plus promotionnel avec le développement de l'activité au sein des jeunes, quoi. Oui, c'est ça. Il y a le développement au sein des jeunes, et puis après, au sein d'une structure comme la nôtre, à un moment donné, il y a une notion quantitative de nombre de licenciés. Donc il y a tout un travail également avec le public adulte loisir qui s'est énormément en plus développé ces dernières années depuis 1 ou 2 ans, suite un petit peu à l'effet Jeux Olympiques, qui pour des disciplines comme nous font énormément de bien. Voilà, nous font énormément de bien. Tous les 4 ans, c'est un petit peu la sanction. Et puis dans les médias, on a beaucoup parlé de tennis de table, là, avec les succès des joueurs, des frères. Oui, c'est ça, avec Alexis et Félix Lebrun. Ouais, donc, ce qui, nous, a des retombées en termes de nombre de licenciés. Voilà, c'est-à-dire sur... Durer vraiment cette retombée, ce succès des joueurs de haut niveau, là, qui a une répercussion sur vos licenciés chez les jeunes? Après, nous, c'est relativement simple. Hein, c'est-à-dire que là, on est sur à la sortie de la saison 2024-2025, donc à la sortie des Jeux de Paris, où il y a 2 médailles pour le tennis de table. On est à plus 30%, 35% de licenciés. Ouais, c'est pas négligeable. Sur le club. Ouais, c'est quand même vraiment beaucoup. Et après le Covid, vous avez eu un effet aussi dynamisant des licenciés? Oui, tout à fait. On a battu... L'activité, on ne se touche pas. On a eu notre record de licenciés l'année après le Covid. Ouais. L'année après le Covid. Qui représentait peut-être moins de risques sur le plan sanitaire pour certaines personnes, étant donné qu'on ne se touche pas, quoi. Ouais, peut-être, puis une activité un petit peu de loisir aussi. C'est-à-dire qu'on a pas mal de créneaux dans la semaine pour un public loisir. Et je pense que de plus en plus de personnes recherchent un petit peu ça aussi. C'est-à-dire la notion de compétition. On a toujours un public de compétiteurs, mais on a un gros pourcentage de public loisir, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. Très bien. Des questions sur la structure de Yann, sur la structure telle qu'il nous l'a présentée? Non? Bon, on continue. Donc ensuite, on était un petit peu sur les missions techniques. Donc il y a toute la partie encadrement de séances d'entraînement au quotidien. Et puis après, il y a toute la partie suivi et coaching de l'équipe de Pro A Dames, parce que c'est moi qui gère le suivi et le coaching de l'équipe de Pro A. Donc une saison de Pro A, c'est en moyenne, selon les résultats, c'est entre 14 et 15 journées sur la saison.
Voilà. Alors, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. En match aller-retour. Pas forcément, non. Alors, le championnat de Pro Adam se déroule de la manière suivante. C'est un groupe de 12 équipes. On joue uniquement en match sec, c'est-à-dire pas en match aller-retour, cette phase de groupe. Donc, on a 11 rencontres dans cette phase de groupe. Ensuite, on a un classement. Les équipes classées de 1 à 6 jouent les playoffs et jouent le titre. Les équipes 7 et 8 joueront uniquement les matchs de classement, mais ils sont sûrs d'être maintenus. Et les équipes de 9 à 12 jouent la phase de play-down pour éviter la relégation. Et donc, cette première phase vient de s'achever, me semble-t-il? Oui. Hein, c'est ça? Oui. Donc, play-off, play-down. Eh ben, on va les batailler dans les play-down. Non, on a terminé. On termine. Donc voilà, il y a les 4 dernières équipes, 9, 10, 11, 12 qui jouent les play-down. On termine 8e ex-aequo avec l'équipe du Mans, sauf que l'équipe du Mans nous a battus, donc on bascule à la 9e place. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le match perdu ou gagné contre l'équipe ex-aequo qui compte. Voilà, c'est ça. C'est pas une différence de points. Non, c'est un goal average, ce qu'on appelle le goal average. Comme quoi, c'est drôlement important. Tous les matchs sont importants, du coup. Oui, tout à fait. Bah, après, on se rend compte que voilà, un match gagné, ça se joue à 2 points. Hein. Un match perdu, c'est 2 points. Donc, on se refait un petit peu le film de la saison pour dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'aurait pu basculer en notre faveur. Alors, il y a 4-5 matchs qu'on va perdre à 2 points, ce qui n'est pas grand-chose. Il y a très peu de différence et puis ça ne joue pas grand-chose. Mais qui sont perdus. Donc, voilà. Donc, alors, juste pour la petite anecdote, le volley s'organise de la même manière. Il y a une première phase régulière, et là en match aller-retour, me semble-t-il, et puis une phase play-off et play-down pour un sport collectif. Donc fonctionner. Mais je pense que c'est peut-être aussi relatif aux activités qui ont peu d'équipes, enfin peu d'équipes dans le championnat. Tu disais 12 équipes, hein, c'est ça? On a 12 équipes en Pro Adam. En volley, il y a quelque chose comme 18 équipes, et donc il y a deux phases comme ça de championnat. Oui, et puis après, il y a un côté, moi pour l'avoir vécu, on a vécu des playoffs, puisqu'on fait deux fois finale. Il y a un côté événementiel, un côté enjeu sportif qui est très très intéressant. Même quand on se retrouve dans cette phase de play-down, c'est quelque chose de palpitant et d'intéressant. Voilà, un championnat, un match aller-retour, on se trouve vite à voir un petit peu les équipes en danger. Et les équipes qui vont vraiment aller vers la descente. Après cette phase de play-down, tout est possible. Hein. C'est en match aller-retour. Si on perd les premières rencontres, faut aller jouer la dernière chance sur la dernière rencontre. Donc voilà, il y a tout un côté palpitant qui est intéressant. Moi, je suis très fan de cette phase de play-off. Vous allez jouer les quarts de finale là, après les vacances, me semble-t-il. C'est ça, début mars. Oui. Début mars. Et donc contre Argentan, donc une équipe bas normande, la Bayard argentanaise que je connais bien. Et donc si vous perdez ce match-là, vous êtes relégué. Non, il y a encore une dernière chance après. Il y a encore un match de barrage, on va dire. Voilà, il y a une dernière chance, puisqu'on n'a qu'une descente en Pro Bédame. Et on aurait éventuellement encore une... Donc le mieux, c'est de se mettre à l'abri de ce match-là. Tout à fait. Tout à fait. Et puis ensuite, sur l'aspect sportif pur, entraînement, il y a aussi tout ce qui est, parce qu'on est un sport, on est un sport individuel. Voilà, on est un sport individuel à la base, donc avec énormément de compétitions individuelles également sur l'année, en parallèle du championnat par équipe. Là, il faut en parler, notamment peut-être avec le projet Jeanne, tu pourras en revenir dessus. Tout à fait. Ouais. Donc on est un sport individuel, mais avec beaucoup de par équipe, et les rémunérations, par exemple des joueuses au sein du club, leur rémunération première, c'est le club. Donc c'est le championnat par équipe, même si on reste un sport individuel. C'est un petit peu la difficulté de notre sport, en fait. Le côté un petit peu paradoxal de notre sport, c'est le fait d'être un sport individuel, donc avec certaines joueuses qui ont une carrière individuelle, que ce soit au niveau national ou international, mais parallèlement à ça, leur salaire et leur principal employeur reste le club. Voilà.
Néanmoins, ça ne doit pas être facile pour un entraîneur comme toi qui suit une équipe de Pro A. Euh, une joueuse peut très bien ne pas s'entraîner dans le club et jouer tous les matchs Tout du à fait. championnat. Tout à fait. Donc là, au niveau du suivi de la joueuse, la stratégie en match, enfin, j'imagine que ça doit être quelque chose qui demande de l'expérience. Oui, bah, c'est quelque chose, quand on est dans ce rôle un petit peu de coach, de suivi un petit peu d'une équipe comme la nôtre, et ce qui est le cas de beaucoup d'équipes en France, hein, que ce soit en Pro A messieurs ou en Pro A dames, très peu de joueurs et de joueuses s'entraînent au sein même des clubs. On a un principe en France notamment de centres d'entraînement, donc via des pôles espoirs, des centres régionaux, via des pôles France, des centres nationaux, et puis ensuite il y a l'INSEP, où les joueurs s'entraînent à titre individuel au sein de ces structures-là, et ensuite viennent uniquement pour les matchs. Donc viennent 2-3 jours avant les matchs, jouent le match, et ensuite repartent sur le lieu d'entraînement. On a également au sein de l'équipe, nous, une joueuse étrangère de Singapour, voilà, qui est actuellement 30 mondiale. Donc elle vient vraiment, c'est le même principe, quoi. Elle vient uniquement pour les matchs et repart ensuite à coupler tout ça avec son calendrier international. Alors, dirais-tu que tu as, en tant que coach de Pro A, une sorte de rôle de, plutôt, genre, je ne sais pas si c'est le bon mot, de sélectionneur, tu sais, le sélectionneur d'une équipe qui voit ses joueurs arriver ponctuellement pour des compétitions et qui repartent dans leur club? Ou est-ce que tu as vraiment ce suivi quand même, tu arrives quand même à faire un suivi pour connaître l'état de forme des joueuses, etc., même si elles ne s'entraînent pas dans ton club? Oui, on a un suivi à distance, hein. Nous, on a eu pendant plusieurs, bon, c'est encore le cas d'ailleurs, on a eu pendant plusieurs années des joueurs, une joueuse et un joueur sur le pôle France de Nantes. Donc moi, je m'obligeais, et puis ça fait partie des missions, je m'obligeais 3-4 fois dans l'année à aller sur le pôle France de Nantes pour les voir dans leur milieu, dans leur quotidien. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour la joueuse de Singapour, mais pour ceux qui étaient à Nantes, c'était le cas. On a des joueuses qui sont sur le pôle espoir de Petit Couronne, donc, qui est dans la banlieue de Rouen. Donc je me dois aussi d'y aller. Donc là, j'y vais une fois par semaine pour les voir dans leur environnement, dans leur milieu d'entraînement. Permettre de garder contact avec eux et puis de prendre les bonnes décisions en match. Donc il y a un suivi à distance. Et quand on est dans ce rôle-là, notamment avec les joueuses étrangères, on a eu plusieurs joueuses étrangères depuis une dizaine d'années, le but, c'est que ces joueuses étrangères se sentent bien. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour les entraîner. Je les vois que très rarement. Je vais les voir 2-3 séances d'entraînement avant la rencontre. Mais le but, c'est qu'elles soient bien le soir du match. Voilà. Alors, juste pour une petite anecdote, on avait une joueuse d'origine russe qui était sur le club et qui aimait bien la gastronomie française. Voilà, donc je savais qu'avant le match, il fallait qu'elle ait pu acheter les fromages qu'elle allait remmener en Russie. Je savais qu'il fallait qu'elle ait acheté les pâtisseries qu'elle pouvait emmener en Russie, et ce qui lui permettait d'être bien le soir du match. Voilà, donc c'est des petits détails, mais le but c'est ça en fait. Le but, c'est ça. Ça qui est intéressant, c'est que je ne suis pas l'entraîneur de ces joueuses-là, voilà, pas toutes, de certaines. Mais par contre, tu es vraiment le coach de l'équipe qui, pendant le moment T de la compétition, il faut que tes joueuses soient au maximum de leur capacité pour pouvoir performer pour l'équipe, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'elles soient le mieux possible dans leur tête, qu'elles soient le mieux possible physiquement, et puis après, il y a tout un travail d'analyse avant des adversaires, parce que les adversaires, on les connaît. Donc c'est des confrontations individuelles à chaque fois, hein. Un match de Pro A, c'est maximum 5 matchs individuels. Donc on analyse, il y a toute une partie d'analyse vidéo des matchs au préalable, soit parce que les joueuses les ont déjà joués, soit sur d'autres rencontres. C'est
d'autant plus facile maintenant avec la multitude des matchs qui sont filmés. Nous, tous les matchs de Pro A sont filmés, obligatoirement filmés et diffusés sur YouTube de la fédération. Donc c'est très facile de voir les matchs et d'avoir cette partie analyse vidéo avant. Donc tu confirmes quand même que la préparation du match avec une analyse vidéo, par exemple, est primordiale parce que ça reste un petit circuit quand même. Les joueuses se connaissent, oui. J'imagine, pour de la Pro A. Donc elles se connaissent, donc il faut trouver des stratégies pour permettre à l'équipe de rester, enfin de gagner. Parce que certaines joueuses, il y a une certaine hiérarchie, hein, j'imagine. Il y a des joueuses classées, hein, c'est ça, numérotées? Oui, il y a un classement. Hein. Donc on a un classement national français pour les tout meilleurs qui est basé sur le classement mondial. Ensuite, voilà, un classement, ça reste un classement. Et l'essence même du sport, c'est justement de perturber ce classement et d'aller chercher la perf, d'éviter la contre quand on joue sur une joueuse un peu moins bien classée. Mais il y a toute cette partie d'analyse. Après, il y a le regard. Moi, je fonctionne comme ça quand on a des rencontres. Moi, j'ai mon analyse en tant que coach. Et puis, les joueuses, de toute façon, sont suffisamment professionnelles pour aller faire, elles, leur propre analyse. Et ensuite, il y a vraiment, au moment du match, il y a une mise en commun des deux. Et puis après, ça reste que des analyses vidéo, parce que le déroulement du match fait que après on adapte, on ajuste en fonction de la rencontre. D'accord. Donc ça, c'est toute la partie pro, on va dire? C'est toute la partie pro. Ça te prend à peu près combien de temps dans une semaine, cette partie pro? En termes de temps, parce que tu fais beaucoup de choses. Alors c'est difficilement quantifiable, parce qu'il y a la rencontre en elle-même, il y a ce qui se passe en amont. Il y a toute la notion un petit peu logistique, que ce soit la réservation de billets d'avion, notamment pour la joueuse étrangère, l'organisation des déplacements, la réservation des hôtels. Et tout ça, c'est toi qui le gères? Ça, c'est moi qui gère, oui. Alors que, si, comme tu disais tout à l'heure, si le club est évolué avec un manager ou un directeur sportif, tu aurais peut-être moins cet aspect-là? Bah, ou je l'aurais peut-être un peu plus, parce que c'est peut-être moi qui prendrais ce rôle-là. Ok. On verra ça dans les évolutions, mais c'est peut-être moi qui prendrais ce rôle-là. D'accord. Donc voilà, donc après, non, c'est difficilement quantifiable. Après, on a un petit peu des blocs dans la saison. Où on enchaînait beaucoup de matchs. Là, par exemple, sur le mois de janvier, en un mois, on enchaînait 4 rencontres. Voilà. Week-end. Ouais, 4 rencontres sur 11. Avec des déplacements. Avec les déplacements. Et puis là, pendant un mois, on n'a pas de rencontre. Tout le mois de février, on n'a pas de rencontre. Puisque l'on est tributaire, en fait, du calendrier international. Voilà. Pour avoir un petit peu une photographie du tennis de table, c'est ce que je vous disais, on est un sport individuel. On a une fédération internationale, mais un circuit international qui tend à se rapprocher du tennis. Voilà, de plus en plus du tennis, avec énormément de tournois. Des tournois qui s'enchaînent, des tournois en parallèle, différents. On appelle les WT, c'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est les circuits WTT. Je commence à m'y connaître. Voilà, donc avec différents échelons dans les tournois, des échelons certains tournois, certaines compétitions internationales qui s'adressent qu'à un certain type de joueur en fonction du classement mondial. Donc voilà, donc ça s'enchaîne énormément. Tout le mois de février est pris par le circuit international, donc il n'y a pas de compétition nationale. Donc après, il y a quelques fenêtres dans la saison où on va placer, où la fédération place le championnat national. Et d'accord, donc en fait, vous êtes vraiment tributaire de ce qui se passe à l'international. Tout à fait. Et il faut être adaptable, quoi. Complètement. Et ensuite, il y a toute une partie après de compétition individuelle nationale, voilà. Puisqu'on reste un sport individuel. Donc là, s'adresse aussi bien aux joueuses
aux joueuses de Pro A qu'aux jeunes joueurs du club, voilà, donc sur lequel je participe également à tout ce suivi-là, quoi. Voilà. Alors je sais qu'on va y revenir quand tu aborderas ta carrière. Les jeunes, c'est important pour toi, Tout à fait. hein, la formation. Oui, tout à fait. Voilà, ouais, tout à fait, parce que bon, on y reviendra tout à l'heure, mais ouais, j'ai été responsable, je sais pas, pendant une quinzaine d'années d'une structure Pôle Espoir, donc en Basse-Normandie, quand c'était encore la Basse-Normandie, en Haute-Normandie, quand c'était la Haute-Normandie, en Normandie, quand c'était la Normandie. Voilà. On disait tout à l'heure que tu avais eu un prof d'ici, Guillaume Martin, Voilà. comme joueur dans ces pôles. On va y revenir tout à l'heure, j'imagine. Ensuite, dans un deuxième axe qui est important, c'est toute la partie gestion administrative. Voilà, c'est-à-dire qu'à la base, moi, je suis entraîneur de tennis de table, mais ça ne se limite pas à tout ce qui se passe dans la salle, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur de la salle également. Donc, c'est notamment toute la partie recrutement de joueurs et de joueuses, voilà, que ce soit pour le niveau le plus haut avec l'équipe de Pro A féminine et l'équipe de Pro B féminine, mais également pour les équipes d'en dessous en fonction des projets que l'on veut mettre en place. Ce recrutement demande beaucoup de temps, il faut bien connaître les gens, faut avoir... La première chose, c'est les finances, j'imagine. Le nerf de la guerre, c'est les finances, voilà. Comme toujours. Donc en fait, par exemple, voilà, là on est en pleine période, hein. Nous, la saison sportive se termine au mois de juin, mais là on est en pleine période de recrutement pour la saison suivante. Donc janvier-février. Ouais, donc c'est tôt, hein. C'est très tôt, c'est très très tôt. Janvier-février, c'est les périodes de recrutement pour les équipes de Pro A et de Pro B. Ça, c'est vrai dans l'Europe entière, parce que j'ai échangé avec Jeanne il n'y a pas longtemps, qui me disait que déjà, elle s'organisait pour trouver éventuellement un club à l'étranger l'année prochaine, dès maintenant, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est valable pour tous les clubs européens. On est dans cette phase de recrutement en ce moment. Donc après, il y a, c'est ce que tu disais, Frédéric, hein, la première clé du recrutement, c'est le financier. Voilà, donc là, c'est rendez-vous avec le président pour voir un petit peu quelle est l'enveloppe financière pour la saison suivante. Ensuite, c'est les contrats des joueuses, les contrats en cours. Voilà. Celles qui arrivent en fin de contrat, est-ce qu'il y a renouvellement du contrat ou pas? Et puis après, c'est aller recruter éventuellement d'autres joueuses, avec certains impératifs, notamment de nationalité, puisqu'on n'a pas le droit, sur la feuille de match, on n'a pas le droit d'avoir deux joueuses hors communauté européenne. Voilà, donc nous, sachant qu'on a déjà une asiatique, donc le recrutement pour la saison prochaine, et là, on est en plein dedans, en train de chercher une joueuse européenne de bon niveau, voilà, avec les moyens financiers que l'on a. Voilà. Bien sûr. Et qui accepterait de venir jouer. Un peu un casse-tête. C'est un peu un casse-tête. Oui, c'est un casse-tête. C'est très très compliqué. Donc parce qu'il y a plein de paramètres, il y a plein de critères. Ensuite, le niveau sportif actuellement, donc nous on recherche une joueuse entre numéro 50 et 100 mondial, européenne, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup sont déjà en contrat, certaines sont trop chères, certaines ont signé ailleurs, mais voilà, faut aller chercher. Justement, tu disais son sous un contrat dans un club, ça dure combien de temps en règle moyenne? Alors nous concernant la première année, nous on fait signer un contrat d'1 an, voilà. C'est tout simple, hein, c'est pour voir s'il y a un bon feeling. Voilà, au-delà des résultats sportifs, c'est de voir s'il y a un bon feeling. Toujours avoir en tête, d'accord, je vais le dire, répéter assez souvent, c'est qu'on est un sport individuel. Donc des filles, des joueurs et des joueuses qui ont leur carrière individuelle au niveau international, et pour elles, c'est la priorité. Voilà, c'est la priorité. Les joueuses, la joueuse de Singapour qu'on a qui est 30 mondiale, sa priorité, c'est sa carrière internationale. Venir jouer à Saint-Pierre, il faut que ça apporte quelque chose à la joueuse, quoi. Non seulement que ça doit apporter au club,
Mais en même temps, il faut que l'ambition du club, peut-être, ou le projet du club, corresponde à la carrière individuelle de la joueuse, quoi. C'est ça. Et puis après, il faut que les deux soient en adéquation, en fait. Nous, on a une image un petit peu de club familial. Faut que la joueuse y trouve son compte. Voilà. Il y a quelques années, on a eu une joueuse suédoise, elle ne s'est pas retrouvée là-dedans. Voilà. Elle ne s'est pas retrouvée dans cette ambiance un petit peu familiale. Donc à l'arrivée des résultats sportifs moyens. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on fait signer un contrat d'1 an. Et puis après, Pour se tester quelque part. Les joueuses, on les connaît parce qu'on les connaît de par leurs résultats sportifs au niveau international. Mais ensuite, venir jouer au sein d'une équipe pour un club, c'est complètement différent. Donc c'est pour ça qu'on fait signer des contrats au départ d'1 an, si tout se passe bien et que voilà, les deux parties, joueuses et club, sont OK, on part sur des contrats de 2 ans derrière. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec la joueuse asiatique, entre autres, où elle est d'abord venue 1 an et puis... Complètement, oui. Et puis en plus, elle est restée parce qu'elle s'est sentie bien, quoi. Des deux côtés, quoi. Voilà, des deux côtés, c'est exactement ça. C'est une joueuse qui avait joué, qui a joué très peu de temps, parce que ça s'est mal passé sur le club de Saint-Quentin. Et puis, nous, on a eu un bon feeling. Voilà, bon, c'était un petit peu la période Covid. On avait la joueuse russe dont je parlais tout à l'heure, qui avait un souci de vaccin qui n'était pas valable en France. Donc il a fallu en urgence trouver une joueuse. On a trouvé cette joueuse de Singapour, on a fait signer pour 1 an et il y a un très bon feeling qui est passé. Donc ça fait 4-5 ans qu'elle est au club. Et... Devient un peu l'idole du club, non? Ouais, puis c'est une chouette personne. En plus, ouais, c'est une chouette personne. Ça, c'est important. Au-delà d'être performante, sur les rencontres, c'est une très bonne personne. Ça me fait penser à quelque chose dans ton métier d'entraîneur, puisque tu es soumis à l'international, au circuit international. Plus techniquement parlant, on va dire, il faut que tu maîtrises l'anglais, ou oui, des langues étrangères, oui. le chinois ou... Pas le chinois, non. Non, asiatique, t'as dit. Non, l'anglais, oui. Les joueurs, les joueuses parlent normalement tout anglais. C'est un petit peu plus dur avec l'Asie. C'est important dans la formation parce qu'avoir une deuxième langue, c'est indispensable. C'est primordial. C'est primordial. Et c'est un petit peu plus dur avec les joueuses asiatiques parce que notamment la Chine ne parle pas beaucoup anglais. Voilà. Donc avec Jian, la joueuse de Singapour, qui est d'origine chinoise à la base. Mais elle a beaucoup progressé. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant. C'est une dimension en plus, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect technique, mais il y a aussi la capacité de communication en maîtrisant une langue, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ensuite, sur la partie administrative, il y a toute la partie, alors qui est un petit peu aussi en relation avec le troisième volet que je verrai après, qui est un petit peu la politique sportive, c'est la mise en place de ce qu'on appelle, parce que nous, ça nous est demandé par les collectivités, c'est toute la partie conception de ce qu'on appelle un projet associatif. Voilà, c'est-à-dire un petit peu la photographie du club, les projets du club, les ambitions du club, les axes de travail à développer. Et ça, c'est tout un document d'une quinzaine de pages que l'on présente aux collectivités quand il faut, 1 fois par an, aller chercher les subventions auprès des collectivités. Sachant, juste je fais une petite parenthèse, sachant qu'un club comme le nôtre, on vit énormément sur les subventions des collectivités territoriales. Le nerf de la guerre, les subventions des collectivités. Tout à fait. Voilà. Parce que le sponsoring, dans votre discipline, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, c'est un petit peu plus compliqué pour le tennis de table. Et je dirais encore un petit peu plus compliqué pour le tennis de table féminin. Parce qu'on remplit beaucoup moins les salles que le tennis de table masculin aujourd'hui. En moyenne de spectateurs sur Saint-Pierre, vous êtes à combien? On navigue entre 100 et 250. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. On Il parlait y a des tout à clubs l'heure. qui ont plus de supporters ou qui... Sur les équipes féminines, pas spécialement. Non. D'accord. Pas spécialement. Après, les équipes masculines, oui. Ah ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux têtes d'affiche. Il y a deux têtes d'affiche du tennis de table français qui remplissent les salles, en fait. Qui remplissent les salles. Il y a eu notamment Alexis et Félix Lebrun jouent sur le club de Montpellier. Ils ont délocalisé un match, sur Toulouse et ils ont rempli 4000 personnes. Ah oui, quand même. Voilà. Mais là, c'est un phénomène exceptionnel, on va dire. C'est un phénomène, oui, c'est exceptionnel, mais c'est la tendance que ça prend. Voilà, en Pro A messieurs, il y a une équipe de Pro A messieurs sur Caen. Il y a une équipe de Pro A messieurs à Rouen et le derby Caen-Rouen remplit la salle à chaque fois aussi. Ouais, bien. Voilà. Donc nous, par exemple, Rouen, c'est nos voisins. Hein. On est à 20 km, ils ont leur équipe de Pro A messieurs. Eux, ils sont sur une moyenne de 800 000 spectateurs. Alors que nous, on a une moyenne de 100-200 spectateurs. Donc tout à l'heure, on parlait un petit peu de salaire. Hein. On parlait un petit peu de salaire tout à l'heure et un petit peu de cette équité entre salaire des joueurs et des joueuses. C'est aussi compréhensible parce qu'on ne ramène pas le même nombre de monde, le même nombre de personnes autour de ça. Et les partenaires privés vont plus facilement aller vers un club qui ramène 1000 spectateurs plutôt que 150 spectateurs. Et pourtant, comme tu le disais, le tennis de table féminin est peut-être moins coûteux que le tennis de table masculin, même si, on va dire, il y a moins de lumière sur le tennis de table féminin. Pour un sponsor, ça peut être intéressant d'être représenté au plus haut niveau. Alors après, certaines entreprises, en fait, pour des partenaires privés, mais ce qui est le cas aussi des partenaires publics, je vais y revenir après, pour des partenaires privés, à un moment donné, à s'associer à du sport féminin, voilà, c'est quelque chose qui est parlant. Et ce qui est le même cas également pour les partenaires publics. Nous, on a une convention avec la métropole de Rouen, qui a lancé depuis, on doit en être à la 4e ou 5e année de convention, qui a lancé une convention auprès de 5 équipes sportives féminines, voilà, pour le développement du sport féminin. Et ils ont lancé, alors il y a 2 équipes de tennis de table, puisqu'il y a l'équipe de Grand-Quevilly également en Pro A dames. Et puis, alors je ne sais pas, il doit y avoir une équipe de basket, je crois, peut-être l'équipe de rugby féminine. Et puis une équipe de hand, je crois. Donc, et Valkyrie, peut-être. Ouais, donc ils ont lancé des conventions avec 5 équipes féminines. Voilà. Et donc après, voilà, donc il y a cette élaboration un petit peu de projets associatifs, et après il y a cette présentation que je fais en collaboration avec le président chaque année auprès des collectivités, notamment de la région Normandie et de la métropole de Rouen. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que vous montez un document carrément de communication, hein, une sorte de plaquette qui vous permet d'être représenté, enfin de représenter votre club et d'aller chercher les subventions auprès des collectivités. On a reçu Robin Lecoeur qui lui fait une activité individuelle aussi en Ironman et qui a monté aussi sa plaquette pour aller voir les partenaires. Donc comme quoi la formalisation de la pratique sportive est hyper importante pour pouvoir avoir des partenaires, quoi. Oui, complètement. Alors après, on a un document, nous, qui est modifiable. Parce que quand on va voir tel ou tel partenaire, ils ne veulent pas entendre les mêmes choses. Voilà, ils ne veulent pas entendre les mêmes choses. Donc par exemple, quand on va voir la région est très très attachée à ce que les équipes soient composées de joueurs français. Voilà, donc nous on valorise ça. Voilà, nous sur on a 5 joueuses différentes qui ont joué cette saison dans l'équipe de Pro A dames. On a 4 Françaises sur 5. Voilà. Voilà. Donc puis, de toute façon, alors en plus, quand elles sont de la région, c'est le top du top. Voilà, et en plus c'est la philosophie du club. Voilà. À l'inverse, la métropole va pas du tout attacher d'importance à ça. Voilà, la métropole va uniquement attacher de l'importance aux résultats sportifs.
Voilà, c'est que demain, avec la métropole, on a 3 étrangères, ça ne leur pose pas de problème. Pourtant, c'est le rayonnement du club à travers ses résultats, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ils vont uniquement voir le résultat sportif et l'échelon dans lequel on évolue, quoi. Donc on a un petit peu des discours et un document différent quand on rencontre telle ou telle collectivité, en fait. Alors, dans le mot intéressant, quand tu dis bien plus qu'un métier, ça veut tout dire. Tu commences à bien nous expliquer de quoi il s'agit. Être entraîneur de haut niveau en tennis de table, dans une structure comme Saint-Pierre, club familial, on va dire, tu l'as qualifié ainsi, c'est pas simplement s'occuper de l'aspect technique. C'est pas simplement s'occuper des aspects de l'entraînement. C'est aussi de s'occuper de tout l'environnement de la performance, et notamment à travers l'administratif, comme tu le dis, là, comme tu viens de nous l'expliquer. Ouais, bah c'est exactement ça. Et puis après, c'est aussi le choix que l'on fait. Moi, je fais un métier où mon métier, je vais le guider un petit peu. Voilà, je vais vouloir aller dans telle ou telle direction dans mon métier, en collaboration évidemment avec les dirigeants, parce que ça reste mes employeurs, mais je vais aller un petit peu dans la direction et amener une image du club et un avenir pour le club dans la direction un petit peu que je souhaite. En fait, on te demande de faire quand même la prospective, non seulement pour pérenniser ton métier, enfin ton poste, mais en plus pour permettre aux dirigeants d'évoluer, quoi. Tout à fait. Ça, c'est drôlement important d'être un peu voyant, une sorte de voyance de l'avenir pour savoir comment on va se développer. Oui, tout à fait. Et après, donc, c'est un petit peu la transition, c'est-à-dire que le troisième axe de mes missions, ça va être un petit peu la mise en place d'une politique sportive. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le deuxième axe que Yann vient de nous présenter, quant à cette partie administrative qui, peut-être pour vous, est moins représentative, étant donné que vous êtes complètement sur les questions de la planification et de l'entraînement? Non, pas de réaction? Alors, c'est pas le côté le plus intéressant. Non, c'est pas le côté le plus intéressant, mais en même temps, faut l'avoir à l'esprit, comme quoi elle est indispensable quand on arrive dans un club. Tout à fait. Hein. Surtout dans une structure amateur. Et après, il y a toute la partie politique sportive. Donc, c'est la gestion un petit peu du planning d'entraînement. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, le club de Saint-Pierre, c'est 200 licenciés, 10 tables. Voilà, donc ça fait 20 places par séance d'entraînement. Il faut placer 200 personnes dans la semaine avec certains joueurs qui vont s'entraîner 4-5 fois par semaine. Il me semble que vous étiez en travaux l'année dernière, non? C'est pas Tout ça? à fait, hier on a réintégré. On a réintégré notre salle il y a 10 jours. Ça a été d'une certaine gymnastique aussi, ça. Ouais, ça a été difficile. Et les travaux ont consisté en quoi dans cette salle alors? Ouais, c'était une rénovation de notre salle spécifique et du grand gymnase à côté. Avec rénovation de la toiture, des sols, de la lumière. Pour agrandir la salle et pouvoir accueillir plus de monde. Non, il n'y a pas eu d'agrandissement de la salle. Donc vous accueillez maximum 20 pongistes? Oui, on arrive à avoir des séances d'entraînement où on monte jusqu'à 25, quoi. Donc après, on s'adapte, c'est à nous de nous adapter par rapport à ça. Et puis voilà, il y a 200 licenciés à placer sur 20 tables. Alors justement, question, est-ce que le fait que cette salle ne puisse contenir que 20 à 25 pongistes en jeu, on va dire, est-ce que c'est pas un frein au développement justement? Si. Complètement. Complètement, ouais. Complètement, c'est-à-dire que là, on doit être à 195, 200 licenciés. Et je pense qu'à c'est déjà pas mal. Hein. 220, 230, on est au maximum, quoi. Ça veut dire aussi que vous ne pourriez pas espérer aller au-delà du fait que la salle ne peut pas contenir de plus de personnes. Pas dans ces conditions-là. Maintenant, après... Il faut piquer le gymnase à côté. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas des aménagements après, en ayant certains créneaux sur le gymnase à côté, en trouvant des créneaux peut-être sur une autre salle d'entraînement sur une commune environnante? Ou alors faire une extension? Une extension. La commune ne va peut-être pas être d'accord. Bon, c'est la période, là, avec les élections qui arrivent. Voilà, c'est ça. Bah oui, tiens, effectivement. Ensuite, il y a un petit peu la gestion, parce que ça, c'est mon rôle. Il y a un petit peu la gestion du rôle de chaque entraîneur. Voilà, parce que donc, je vous disais tout à l'heure, on est 5, moi compris dedans.
et puis un petit peu la répartition pour chacun, donc que ce soit sur l'encadrement des créneaux. Donc on a vraiment une personne qui est responsable de toute la partie encadrement de scolaire, la partie animation un petit peu, et développement de nouvelles pratiques sportives, notamment avec le sport santé et puis le sport adapté. Voilà. C'est une personne sous contrat service civique ou... Non, c'est une personne, c'est une personne qui est employée à temps partiel, sur le club, parce que parallèlement à ça, il est également éducateur dans un IME. Donc voilà, lui il est plutôt spécifique là-dessus. Ensuite, on a 3 entraîneurs qui sont essentiellement sur le public jeune. Voilà. Donc avec la mise en place notamment de projets sportifs autour des jeunes. Tu parlais donc de l'intervention dans le milieu scolaire de la part de cet entraîneur. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact des interventions dans le milieu scolaire sur le nombre de licenciés l'année d'après? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. Je ne pense pas que le fait de faire une intervention ramène forcément énormément de jeunes au sein du club. Le gros avantage que moi j'y vois, c'est que quand on voit les jeunes arriver, ils connaissent l'intervenant. Voilà, qui en plus, lui, prend les jeunes débutants qui arrivent pour une première année, c'est lui qui les accueille, c'est lui qui les a au début sur la première année. Donc en fait, ils ont un référent un peu. Il y a une sorte de mise en confiance dans la relation, c'est avec qui on vient, on est en confiance. 5-6 fois sur les interventions au sein des écoles, donc ils ont un petit peu un référent, ils n'arrivent pas en terrain connu, quoi. Donc ça, c'est l'avantage, je pense. Après, un lien direct... Je pense pas parce qu'on a fait 5-6 séances de tennis de table à l'école primaire donc c'est pas beaucoup. Ouais, qu'on signe au club de ping-pong. C'est pas un cycle complet d'intervention. Non, c'est très court en fait. Et puis, Et puis ensuite, il y a toute la mise en place, le développement de nouveaux projets sportifs. Voilà. Et ça, c'est une dernière question, Yann, sur l'aspect scolaire. Est-ce que la fédération vous encourage, à travers des opérations, à intervenir dans le milieu scolaire? Parce que si je compare par exemple au volleyball, il y a une opération qu'on appelle l'opération Smatchy, qui a été mise en place à l'initiative de la Fédération française de volley, et qui encourage justement les clubs à investir le milieu scolaire pour faire connaître l'activité, tout simplement. Oui, c'est bien sûr, oui, il y a pas mal d'actions qui sont mises en place avec ça. Nous, on a tout un côté action également auprès des maternelles, voilà, avec ce qu'on appelle, alors à l'époque on appelait ça du baby ping, maintenant ça s'appelle le ping 4-7 ans. Voilà, donc, où notamment la personne qui intervient sur les écoles fait deux actions dans la saison, une début septembre et une fin juin auprès d'écoles maternelles sous forme d'atelier pour faire découvrir l'activité. Et oui, la fédération signe également des partenariats, que ce soit avec l'UNSS. Il y a pas mal de partenariats comme ça qui sont signés par la fédération. Et puis oui, donc la dernière chose sur cette politique sportive, c'est un petit peu la mise en place de nouveaux projets. Voilà. Parce qu'on est des métiers où, me concernant, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais où il y a ce besoin d'amener de nouveaux projets. Voilà, tout à l'heure, j'ai signé mon premier contrat en 91. Donc il y a besoin... Il y a besoin d'amener de nouveaux projets, en fait. Donc là, par exemple, on est en ce moment en train de lancer, puisque c'est un maillon faible, notamment du club, tout un projet sur la formation des tout jeunes. Voilà. Donc en collaboration avec les entraîneurs. Et le deuxième projet que l'on souhaite mettre en place, c'est un développement des féminines sur les jeunes. Voilà. Donc il y a toute une réflexion qu'on entame là pour une mise en place dès la saison prochaine. Savoir que le tennis de table féminin sur le plan national, c'est 20% des licenciés, voilà, ce qui est très peu. Bien sûr. Ce qui est très très peu.
Et nous, sur le public féminin, malgré le fait d'être un club à image féminine, sur les jeunes féminines, on est très très bas. Ah ouais. Oui, très très bas. Donc, donc une action dans ce sens-là. Avant de parler de les garder, de les entraîner, c'est les faire venir. Voilà, Bien sûr. les faire venir. Donc on est dans une phase de réflexion là justement de comment les faire venir, que mettre en place pour qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les faire venir au club. Oui, des journées événements. Voilà, ça peut. Donc on a toute une réflexion autour de ça. Ça peut être la rencontre avec les joueuses pro, ça peut être. Donc voilà, on a une réflexion autour de ça. Donc voilà, c'est vraiment la mise en place de cette politique sportive au sein du club. Voilà. Donc ça fait partie également des missions du quotidien. Très bien. Et là, toi, tu es un acteur essentiel de cette politique sportive, du coup. Essentiel, je ne sais pas, quoi. Alors, essentiel, je ne sais pas. Important, certainement. Indispensable, sûrement pas, parce que personne n'est indispensable. Est-ce qu'on peut te qualifier de conseiller technique des dirigeants? Oui, à un moment donné, oui, je pense, oui. Ouais. Je pense, oui. Notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on est un petit peu sur une gouvernance à l'ancienne. Donc le tennis de table a évolué, le tennis de table s'est professionnalisé. Voilà, il y a 38 ans, quand le président du club prenait la présidence du club, voilà, il n'y avait pas de salariés au club. Voilà. 38 ans après, il y en a 10. Ouais, c'est une belle réussite. Ouais. Donc avec tout ce qui va autour, quoi. Et 10 salariés, ça veut dire qu'à un moment donné, les dirigeants du club sont employeurs. Voilà. Et ils ont du mal à se mettre dans cette peau d'employeur. Voilà. Ils sont bénévoles, ils ont connu le sport associatif il y a plus de 30 ans, et ils ont du mal à se mettre dans cette peau du chef d'entreprise. Quoi, oui, et puis toi, tu leur amènes une certaine expertise de l'activité, donc ça te permet certainement aussi de les convaincre d'évoluer dans ce sens-là. Oui, c'est ça, puis une évolution, oui. Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que les évolutions, c'est le gros avantage de mon métier et de mes missions au sein du club de Saint-Pierre, c'est que je vais chercher à les faire évoluer dans ce qui moi, me parle. Voilà, dans ce qui est ma sensibilité dans ce milieu du tennis de table. On va en reparler certainement dans ta formation, mais là déjà tu commences à l'aborder, et j'aime bien à partir de cette phrase que tu as présentée, bien plus qu'un métier, tu t'es construit une conception de ton activité. Oui, complètement. Une conception sur des valeurs, une philosophie, et puis aussi des moyens. Oui, c'est ça. On se construit tout ça, de toute façon, au fil des années, hein, au fil des différents postes. Vous verrez tout à l'heure quand je présenterai mon parcours. Je suis passé par différents postes, que ce soit des clubs, comités départementaux, structures d'entraînement nationales, régionales, pour revenir au club. Donc on se construit autour de ça. On prend autour de ça, on va chercher autour de ça, et on croise certaines personnes qui, à un moment donné, font qu'on va se diriger vers ça. Fameuses opportunités, quoi. Oui, c'est comme... Mais je pense qu'il y a plein de métiers comme ça, en fait. Dans toutes les activités, hein, tous les interlocuteurs qu'on a eus depuis le début de l'année tiennent ton discours. Ouais, y a plein de les métiers. opportunités, Moi, les rencontres. Du cuisinier, quoi. Un cuisinier, il a un CAP cuisine. Et puis, il y a celui qui va être cuisinier au restaurant universitaire. Voilà, il est cuisinier. Et puis, il y a celui qui va être cuisinier dans un 3 étoiles, quoi. Il est cuisinier aussi. C'est le même métier, mais c'est, voilà, les deux cuisiniers ont pris une voie différente, quoi. Les trajectoires sont différentes. Voilà, parce qu'à un moment donné, on rencontre des personnes, parce qu'on a envie de... et puis voilà, mais ça reste le même métier. Voilà, comme le métier d'entraîneur de tennis de table, il y a une palette importante de manière de voir son métier et de diriger ses missions un petit peu au milieu de ce métier-là, quoi. Je me permets de regarder mon téléphone, c'est juste pour voir l'heure. C'est juste pour voir l'heure. On est bien. Donc voilà, donc là, on arrive un petit peu, voilà, je vais basculer un peu sur des évolutions un petit peu
de mon métier, toujours au sein du club de Saint-Pierre. Je pense qu'à moyen terme, voilà, mes missions risquent d'évoluer un petit peu. Alors, tu peux nous en parler un peu ou... Oui, complètement. Ouais. Ben, allons-y, la prospective. Alors, plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, je voulais expliquer tout à l'heure, il y a un des deux dirigeants qui est une pièce maîtresse, une des deux pièces maîtresses de cette direction au sein du club qui lâche prise à la fin de la saison. Donc il va y avoir tout un travail administratif à éponger. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 54 ans. Voilà, ça fait 35 ans que j'ai signé mon premier contrat, 35 ans que je suis dans ce métier-là. À un moment donné, peut-être envie de passer un petit peu à autre chose, moins voyager, être moins souvent absent. Une vie de famille. Une vie personnelle et familiale qui a un petit peu changé aussi, avec 2 enfants en bas âge. Donc voilà, donc toutes ces choses-là vont faire qu'à un moment donné, je pense qu'à moyen terme, voilà, il va y avoir une petite évolution dans mes missions, un petit peu moins de missions d'entraîneur comme on peut l'entendre, mais peut-être un petit peu plus de missions de directeur administratif, directeur sportif. Frédéric, tu parlais de manager. On va peut-être se diriger un petit peu par là à moyen terme. Il n'y a rien pour l'instant de fixé, mais ça peut se diriger un petit peu là-dessus dans les années à venir. Oui, puis ce qui va être intéressant pour toi, de te poser un petit peu quelque part, et puis en plus, tu connais très bien l'activité. Et puis peut-être aussi, pourquoi pas, recruter un entraîneur qui pourrait prendre ta succession au sein de la Pro A. Tout à fait. Ou après, peut-être qu'au sein du club, on a déjà ce qu'il faut et qui sont ou alors des entraîneurs à temps amener partiel. Une promotion, voilà, à temps partiel. Avoir cet accompagnement de l'entraîneur tout au long de sa carrière aussi. Hein, ça, c'est important. Donc voilà un petit peu sur la première grosse partie de mon métier actuel. Je ne sais pas si vous avez des questions un petit peu par rapport à ça. Si vous voulez revenir sur des choses un petit peu sur le milieu du tennis de table, c'est un milieu un petit peu particulier. C'est un milieu complètement, on l'a déjà pas mal évoqué, spécial. Mais est-ce que vous avez des questions particulières sur le tennis de table je ne sais pas. Pas du tout. Bon, c'est que tu as été très clair, alors. Yann. Ou très ennuyé. Non. C'est vrai que c'est une activité qui devient... qui a une organisation particulière, hein, ne serait-ce qu'au niveau pro, comme on le disait au début, où tu peux être amené à suivre en coaching des joueuses sur un match que tu ne vois pas de la semaine, quoi. Ouais, ça c'est vraiment une particularité quand même. C'est une des particularités. Pour moi, la plus grosse particularité du tennis de table, c'est cette notion de sport individuel qui est la priorité des joueuses. C'est-à-dire c'est leur carrière pour des joueuses de haut niveau, leur carrière internationale individuelle. Mais c'est pour très peu, pour les 20 meilleures joueuses mondiales, ça va être leur carrière internationale peut être leur seule ressource de revenus, mais au-delà de la 30e place, c'est plus suffisant. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même quelque chose, c'est qu'il faut vivre. Et ces joueuses ont besoin, quand on se consacre à un sport, même s'il est promotionnel, tel qu'il est intitulé par la fédération, il faut quand même trouver le nerf de la guerre, de l'argent pour vivre. Donc, quand on s'entraîne énormément, on n'a pas de temps de faire un autre métier, quoi. Donc, deuxième partie ? La deuxième partie, donc mon parcours. Comment j'en suis arrivé là, à être là devant vous aujourd'hui. J'imagine que tu nous as mis plusieurs photos illustratives de ton parcours. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est quatre personnes qui, sur les 35 ans de ma carrière pour l'instant, ont été importantes dans ma carrière. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que tous les intervenants ont parlé des personnes qu'elles ont rencontrées ou qui ont été importantes. Donc, forcément, et là je vous m'adresse à toutes et à tous, vous serez certainement amené à identifier ces personnes qui sont importantes pour vous
dans la carrière que vous pourriez mener en tant que futur entraîneur ou coach? Donc mes débuts dans l'entraînement, donc je suis titulaire d'un bac qui ne m'a pas servi à grand chose. Ensuite, je suis... Alors aujourd'hui, tu peux pas dire ça parce qu'ils sont tous obligés de passer par la fac, donc il leur faut la fac, il leur faut le bac. Bah si, moi aussi, parce que je suis passé un petit peu par la fac. Et il me semble que tu es passé au STAPS de Caen. Hein, Oui, c'est pas ça, longtemps. Pas longtemps. Donc voilà, donc j'ai eu mon bac. Ensuite, après mon bac, j'ai pris un an. Tu venais de la région lyonnaise, hein, me semble-t-il. Oui, je suis originaire de la région lyonnaise. C'est Alors ça, voilà, je l'ai précisé tout à l'heure parce que ça a un petit peu d'importance dans le parcours. Donc après mon bac, j'ai pris un an pour passer mon brevet d'état tennis de table. Voilà. Et ensuite, j'avais fait... En parallèle avec le STAPS, non? Pas du tout? Non, avant. Avant entre le voilà. bac et les STAPS. Voilà, c'est ça. Après mon brevet d'état, donc je suis rentré à l'UFR STAPS de Caen. Voilà. Alors, savoir qu'à l'époque... Donc, c'est Caen qui t'a accepté, Lyon ne voulait pas de toi ou... Voilà. Donc, à l'époque... On ne dira pas quelle époque, mais à l'époque... À l'époque, que tu as connue, il y avait des concours d'entrée pour l'UFR STAPS. Exact. Voilà, c'était l'époque des concours d'entrée. Alors, c'est des concours d'entrée, on passait des épreuves sportives. Voilà, on avait une option à choisir à chaque fois. Donc moi, j'avais passé 3 UFR, j'avais passé Lyon, mais où il n'y avait pas l'option tennis de table. Donc j'avais dû prendre à Lyon option hand, je crois. Voilà, j'avais joué au collège et au lycée. Ensuite, j'avais passé Dijon, et puis j'avais présenté Caen. Voilà. Alors j'avais présenté... Et là, à Caen, il y avait du tennis de table. Ouais, et puis Caen, c'est pas un hasard en fait. C'est qu'à l'époque, début des années 90, la Basse-Normandie était une région avec un niveau assez élevé en tennis de table. Donc voilà. Donc voilà, même originaire de Lyon. Bon, j'avais tenté Lyon parce que on se dit, on ne sait jamais par le plus grand des hasards. C'était sur place. Voilà. Mais voilà, j'avais présenté Caen avec vraiment la volonté d'être pris à Caen parce que c'était une région voilà, avec un niveau élevé en tennis de table. C'est intéressant de préciser quand même, puisque vous êtes en STAPS et visiblement vous ne connaissez pas votre histoire. Donc juste une petite parenthèse sur le fait qu'effectivement, avant les années 90, on va dire 95 même, pour rentrer à l'UFR STAPS de Caen ou dans les UFR de France, il y avait un numerus clausus, c'est-à-dire que cette année, en ce moment, vous êtes rentré sur des promos de 700 étudiants en première année, alors qu'à l'époque, on était sur des promos de 200, 150 étudiants, et ces étudiants étaient sélectionnés sur des épreuves physiques, et puis aussi, ça a évolué ensuite sur le bac, enfin sur le dossier scolaire. C'est-à-dire que toi, tu as connu les épreuves physiques, puis avant que ça devienne, que le numerus clausus soit enlevé, eh bien, le recrutement se faisait sur dossier scolaire. Ouais. Donc il fallait avoir à la fois, c'était une sorte de Parcoursup moderne, actuel, enfin ancien plutôt, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des velléités dans un sport, enfin dans plusieurs sports. À l'époque, au STAPS de Caen, il y avait 4 épreuves. Donc toi, tu avais pris tennis de table, mais tu avais dû certainement prendre... Il y avait natation, athlétisme obligatoire, me semble-t-il, et puis un sport collectif également. Ouais. Donc vous voyez, c'était pas si simple que ça que de rentrer en STAPS à l'époque. Et puis à l'époque aussi, quand tu l'as passé, la mention entraînement sportif n'existait pas. Non. C'était que l'éducation motricité, et la mention sportive, on l'a cultivée à travers la fédération. Puisque quand on obtenait notre licence, on avait, ce que toi tu as passé, le tronc commun, avec physio, anat, histoire, etc. Alors que quand on arrivait avec une licence STAPS, pour la petite histoire, eh bien on passait directement les épreuves spécifiques de l'activité dans laquelle on est. Donc toi, après le bac, gros boulot quand même, c'est que tu passes le tronc commun, plus les épreuves spécifiques. Ce qui n'était pas une mince affaire quand même. Hein. Il faut en avoir conscience.
Et donc voilà, donc arrivé, j'arrive à Caen et puis je cherche un club de tennis de table et je me retrouve à aller m'entraîner et jouer sur le club de Mondeville. De Mondeville. Voilà, qui à l'époque avait une équipe, alors ça s'appelait pas de la Pro A, ça s'appelait la Super Division à l'époque. Ils avaient une équipe de Super Division féminine. Et on me propose très rapidement, donc c'est là où je signe mon premier contrat d'entraîneur professionnel, on me propose d'entraîner 10 heures par semaine. Ouais. Voilà, sur le club de Mondeville. Ce qui n'est pas négligeable. Tout à fait. Staps, j'arrête très vite. Un an? Une année quand même? 1 an et demi, je crois. 1 an et demi quand même? Oui, 1 an et demi. Puis après... Mais aussi, c'est pareil, tu arrêtes, tu vas nous l'expliquer. Parce qu'à ce moment-là, il y a des opportunités. Oui, c'est ça, il y a des opportunités sur le club de Mondeville. Voilà, et puis j'ai vraiment envie de me diriger sur l'entraînement. Voilà, j'ai vraiment envie de me diriger sur l'entraînement. Alors, vous voyez, là, c'est assez caractéristique ce que dit Yann, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est que la mention entraînement sportif n'existant pas au STAPS, du coup, tu veux te diriger sur l'entraînement, et c'est le club qui te le propose à travers peut-être aussi la Ligue et la Fédération. Ouais, si une mention entraînement sportif avait existé à l'époque, peut-être que du coup, tu aurais continué STAPS aussi. Hein. Donc voilà, donc je commence à Mondeville avec mon premier contrat. Ensuite, à l'époque encore, il y avait le service militaire à faire. Voilà. Faut pas l'oublier. Ça va peut-être revenir au goût du jour, ça. Il y avait le service militaire qui était de 10 mois. Début des années 90, c'était 10 mois. Et puis, on avait la possibilité, à la place de faire ce service militaire, de faire la demande d'un statut, ce qu'on appelait à l'époque objecteur de conscience. Fameux objecteur de conscience qui permettait d'éviter de faire le service, mais il fallait faire une activité d'utilité publique, hein, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai fait cette demande de statut d'objecteur de conscience. Donc on ne faisait pas 10 mois, mais on faisait 20 mois. La rémunération était un petit peu plus importante. Et j'ai fait donc mon service militaire comme faisant fonction de conseiller technique départemental sur le comité du Calvados. Voilà. Donc, alors comment tu as trouvé ce poste-là? Tu interviens au niveau du comité, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça, j'étais sur le comité. Excuse-moi, j'étais en train d'expliquer ce que c'était que l'objecteur de conscience, c'est pour ça. Ouais, objecteur de conscience, juste pour... c'était... moi, je n'avais pas spécialement envie de faire mon service militaire. Excuse-moi, on a un étudiant qui me demandait si c'était la même chose qu'un service civique. Non, pas du tout. C'était pas du tout le cas à l'époque. Non, c'était vraiment en remplacement. Donc c'était un courrier à faire au ministère des Armées en disant qu'on était opposé pour des raisons philosophiques ou religieuses au port des armes. Voilà, donc on demandait le statut d'objecteur de conscience. Donc, je crois que c'était 2 ans, non? C'est pas ça? C'était le double. Ouais, c'était le double. Ouais. Moi, j'ai fait 20 mois. Double peine? Non. Pas en l'occurrence. En l'occurrence, non. Puis on était, c'était un petit peu mieux rémunéré. Hein. Donc j'avais trouvé ce poste sur le comité du Calvados parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de faisant fonction de CTD sur le comité du Calvados, et puis que mon passage sur le club de Mondeville avait fait que j'avais côtoyé des personnes qui, à un moment donné, m'ont proposé ça et ont mis ça en place. Quoi. Voilà. Sur mes 20 mois d'objecteur de conscience sur le comité, je croise régulièrement le monsieur que vous avez en photo tout en haut. Voilà. Qui est monsieur Pascal Canteux. Première rencontre, on va dire? Oui, première rencontre, voilà. Première belle rencontre. Je le croise régulièrement, voilà, quand je fais mes missions de CTD. Donc cette personne-là était entraîneur national et responsable du pôle France de Caen. Il y avait un pôle France à Caen qui était qui était centre national pour les équipes de France junior garçons. Et puis, j'arrive au terme de mes 20 mois et cette personne-là vient me voir et me dit, je te propose un poste d'entraîneur adjoint sur le pôle France de Caen. Ce qui n'était pas négligeable. En me prévenant que c'était des contrats d'1 an,
parce que c'était une subvention qu'il avait, qui était renouvelée tous les ans, une subvention du Conseil régional de Basse-Normandie qui était renouvelée tous les ans. Le jour où la subvention n'était plus là, eh ben le poste disparaissait. Alors à Caen, il se trouvait où ce pôle? Alors le pôle France se trouvait à l'UFM. Ouais, bah, à côté du lycée Laplace. Là. Voilà, à côté du lycée Laplace. Donc les joueurs étaient hébergés. Là où le CSN, non, c'est pour que nos étudiants puissent identifier l'endroit. C'est là où le centre sportif de Normandie, sur l'antenne de Caen, se développe, puisqu'il y a un internat déjà, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc les joueurs étaient internes dans les chambres d'internat de l'UFM. Ils s'entraînaient dans le gymnase de l'UFM, donc c'était à 30 mètres. L'UFM qui s'appelle aujourd'hui l'INSPE. Voilà. Ils étaient scolarisés pour les lycéens au lycée Laplace, qui était à 10 minutes à pied, et je crois que c'est le collège Le Chanteur, Les athlètes. qui est juste derrière, qui est à 5 minutes à pied. Donc voilà, c'est ça. Tu avais le collège Le Chanteur, très intéressant comme endroit, parce que tu as le collège Le Chanteur à côté, tu as aussi pour le lycée du Mont-Durville, et puis le lycée Laplace pour les filières professionnelles. Voilà, en fait, tout était et général d'ailleurs. À proximité. Donc voilà, donc on me propose ce poste d'entraîneur adjoint sur le pôle France de Caen, donc que j'accepte. Donc là, tu vivais à Caen en fait. Tu vivais à Caen. J'étais à Caen, oui, à l'époque. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, je vivais à Caen. Et... Tu es toujours sur le club de Mondeville, en parallèle de ça, non? Non, pas du tout. Parce que j'étais sur le comité du Calvados, donc en fait, tu pas le droit. Voilà, j'étais plus sur le club de Mondeville. D'accord. Et donc j'accepte ce poste à Caen, sur le pôle France, pardon, à Caen, où je reste pendant 3 ans. Voilà. Et c'est tout à l'heure, je vous disais, les rencontres que l'on peut faire durant sa carrière. Voilà, cette personne-là, c'est la personne, voilà, la personne, il n'y en a qu'une, qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier dans l'entraînement de haut niveau et qui a dirigé par la suite, qui dans la profession d'entraîneur de tennis de table m'a guidé là où je voulais aller. D'où la construction de ta conception aujourd'hui dans ce que tu pourrais développer au sein du club de Saint-Pierre, tel que tu nous l'as présenté là sur cette première heure. C'est ça, complètement, quoi. Et donc, on parle souvent moi c'est un mot que j'aime bien, hein, on parle souvent d'un mentor. Voilà. Et important. Et voilà, cette personne-là, c'est mon mentor, c'est lui qui m'a guidé là où je voulais aller dans ce milieu du tennis de table, un petit peu plus dans ce milieu du haut niveau. Donc j'ai fait 3 ans sur le centre d'entraînement de Caen. Ensuite, il y avait un pôle espoir. J'imagine que pendant ces 3 ans, tu as vu un certain nombre de joueurs. C'était le pôle masculin? Oui, c'est ça, Centre national junior garçon, oui. D'accord, donc tu as dû te déplacer dans toute la France aussi? On se déplaçait dans toute la France et puis c'est là où j'ai commencé un petit peu à aller sur l'international. Ah oui. Voilà, que ce soit. Donc c'est là que tu as appris l'anglais? C'est là que tu as appris l'anglais? Oui, tu apprends au fil du temps. Oui. Tu n'as pas le choix. Hein. C'est pas au collège et au lycée. Non. Donc, mais non, on apprend, oui, on apprend sur le tas. Hein. Et puis, il y avait un pôle espoir, un centre régional d'entraînement qui était basé sur Oulgat, sur le Creps d'Oulgat à l'époque. À l'époque, c'était le Creps qu'on appelle aujourd'hui le centre sportif de Normandie, voilà. Puisque c'est la région Normandie qui a repris l'administration de ce centre, puisque l'État s'est désengagé des Creps il y a déjà une bonne quinzaine d'années, me semble-t-il. Donc voilà, il y avait un pôle espoir sur le Creps à Oulgat. Le responsable du pôle espoir lâchait le poste. Donc la proposition m'a été faite de prendre la responsabilité du pôle espoir à Oulgat. Voilà, donc chose que j'ai acceptée. Donc je descendais. À chaque fois, on te proposait. Tu n'avais pas besoin de postuler. Oui, c'est ça, on me proposait. Donc après, ouais, donc c'est important. Tout ce que tu faisais dans tes missions te permettait de côtoyer du monde. Et quand un poste se présentait, on te le proposait. C'est ça, exactement. Alors ça, c'est important à noter, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, l'époque a changé un petit peu. Hein, aujourd'hui, on forme beaucoup de jeunes dans le milieu de l'entraînement sportif, notamment à travers l'université.
mais c'est à vous d'aller chercher votre métier, votre poste. Ouais. On ne vient pas forcément vous chercher, sauf dans des cas exceptionnels comme notre ami Donatien Morvan qu'on a eu cette année, qui lui, on est venu le chercher en tant qu'ancien athlète et parce qu'il avait déjà entraîné de manière bénévole. Hein. Mais ça, c'est drôlement important quand même de le souligner. C'est que là, il faut se construire une expérience et aller se confronter au terrain, comme tu l'as fait, pour se créer les opportunités. Et c'est vrai que dans ton cas, toi, les opportunités se sont ouvertes à toi en te proposant des postes, quoi. Donc voilà, donc c'est 14 ans de responsable de Pôle Espoir, donc au départ en, pardon, en Basse-Normandie. Donc, ça couvre les années 90-2000 à peu près? Ouais, non, un petit peu plus tard. Hein. Un peu plus 2010? Non, 98, 2013, 2014, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, un petit peu plus de 14 ans, ouais. Okay. Donc Basse-Normandie avec le Krebs d'Oulgat et ensuite un déménagement du Pôle Espoir sur Caen. Voilà, parce que le Krebs d'Oulgat, à l'époque, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le CSN maintenant. On a parlé tout à l'heure. À Oulgat, qui est magnifique. Et on aura Louane David, ancienne étudiante, qui va venir nous présenter le CSN au mois de mars. D'accord. Donc voilà, sauf que le Krebs d'Oulgat, début des années 2000, c'était un petit peu moins joyeux. Donc voilà, donc le choix est fait de rapatrier le pôle Espoir sur Caen. Alors les collégiens étaient scolarisés au collège de Blainville-sur-Orne, parce qu'il y a un internat. Voilà. Tout à fait, puis il y a beaucoup de gymnases aussi là-bas. Il y a un gymnase à côté qu'on utilisait également. Il y a un internat au collège de Blainville et les lycéens étaient scolarisés au lycée Laplace. On avait conservé le lycée Laplace. Ensuite, donc pour choix personnel, je fais le choix de quitter mon poste de responsable de pôle. Donc, j'ai appelé ça un retour aux sources. Voilà, retour aux sources, c'est-à-dire un retour sur les clubs. Avec pendant 3-4 ans un statut d'auto-entrepreneur. Donc là, on est vraiment dans la période où il faut vivre, il faut manger. J'ai qu'un brevet d'état tennis de table. Je quitte une structure d'entraînement régionale et je trouve 4-5 clubs à entraîner et je prends le statut d'auto-entrepreneur. Et sur les excuse-moi Yann, il y a un étudiant timide mais qui pose une question. Quand tu étais responsable du pôle, tu étais directeur du pôle ou tu étais... Alors c'était quoi l'alternative? Événementiel. Alors est-ce que tu étais complètement responsable? Ça consistait en quoi exactement ce métier de responsable du pôle? Alors c'est responsable sportif. Responsable sportif, donc pas du tout événementiel. En fait, c'est responsable sportif. Ouais, c'est ça. Une structure d'entraînement régionale comme ça, nous concernant, nous, le tennis de table, donc c'est géré par la Ligue. À l'époque encore, j'arrête pas de dire à l'époque, il y avait des CTR dans toutes les régions. Voilà, les conseillers techniques régionaux, voilà. On en a eu un qui maintenant est CTS, puisqu'il est conseiller technique national, CTN, pardon. Et donc, effectivement, on les appelle tous des CTN, je crois, aujourd'hui. Donc moi, j'avais vraiment la responsabilité de la partie sportive. Voilà. Et après, il y a le CTR qui avait un petit peu plus la partie responsabilité, gestion sportive, gestion administrative de la structure. Le CTR, il cherchait peut-être aussi des joueurs, non, pour intégrer les pôles? Ouais, il y avait toute une démarche, ça c'était en collaboration en fait, voilà, pour ce qu'on appelle le recrutement, de réussir à faire rentrer les meilleurs jeunes de la région dans leur catégorie, que ce soit garçons ou filles, de les faire rentrer sur la structure d'entraînement.
Donc ensuite, auto-entrepreneur, donc 4 clubs, dont le club de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Voilà, où j'avais, en tant qu'auto-entrepreneur, je devais avoir une dizaine d'heures sur le club de Saint-Pierre. Et puis, progressivement, sur mes années d'auto-entrepreneur, le club de Saint-Pierre prend de plus en plus de place, parce que je m'y sens bien, parce que le volume... Le nombre d'heures augmente chaque année, parce qu'il y a un bon feeling, un bon courant avec les dirigeants. Donc ça prend de plus en plus de place. Je libère de plus en plus d'autres clubs. Voilà, donc je finis à le club de Saint-Pierre plus un autre petit club 2 heures semaine. Voilà. Pour en arriver à un moment donné où, où je fais la demande. Donc là, c'est moi qui fais la demande. Aux dirigeants du club de Saint-Pierre, où j'aimais le souhait d'avoir un contrat à durée indéterminée sur le club de Saint-Pierre. Là, ils répondent favorablement. Et là, ils répondent favorablement. Donc ça, c'est 2015-2016 par là? C'est ça, oui. D'accord. Voilà, ça fait une dizaine d'années. Et donc là, tu nous as mis 3 joueurs, 2 joueuses et 1 joueur. J'imagine que c'était... Je vais trop vite. Une petite parenthèse sur un peu tout le parcours depuis 91, parce que vous serez peut-être amené à ça, quoi. J'ai eu donc je suis passé par différentes structures professionnelles, et on a l'environnement des structures d'entraînement est complètement différente d'une structure de club. Voilà. Sur une structure d'entraînement, on est dans un microcosme, voilà, dans notre petit environnement, dans notre petite bulle, où on a 10-15 joueurs, on est 2-3 entraîneurs, et on est vraiment dans notre petit truc, dans notre petite bulle. Le milieu d'un club associatif, c'est 200 licenciés. Quand on est responsable, il faut réussir à connaître le prénom de tout le monde, faut réussir à discuter avec tout le monde. Le champ d'action est complètement différent, quoi. Complètement différent. On fait le même métier, on est entraîneur ping-pong, mais ça reste complètement différent. En fait, c'est d'autres missions. C'est le même métier, mais avec des missions différentes. Ouais, tout à fait. Tu passes du très haut niveau au développement, à la formation, moi, ce qui à l'administratif. C'est l'environnement. Ouais. Tu vois, l'environnement, moi, c'est quelque chose qui est complètement différent, où on est dans un monde, où on côtoie 15-20 personnes, et un environnement où on en côtoie 200, où le monde du bénévolat, est beaucoup plus développé que dans notre petite structure d'entraînement. Donc c'est des valeurs humaines qui sont complètement différentes. Ça, c'est drôlement important. Ce que tu constates, ce que tu mets en avant, c'est la question des valeurs humaines. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas dans un club simplement pour l'aspect financier, mais il y a aussi tout ce qui est de la relation aux autres, comme tu dis, l'environnemental. Et à partir de là, il vaut mieux dire stop quand on ne se sent pas bien que de perdurer et puis de s'enfoncer encore plus. Et peut-être avoir moins d'ambition et être mieux dans ce qui est de la notion des valeurs humaines, comme tu le disais. Oui, c'est ça. Puis après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des ambitions qu'on va aller chercher ailleurs par des projets qu'on va mettre en place. C'est l'exemple de la photo de Thibaut qui est en bas au milieu. Là, ça fait partie des joueurs qui étaient au club et pour qui on a monté. C'est l'équipe de Pro B. C'est le joueur dont tu avais parlé tout à l'heure. C'est pour qui on a monté l'équipe de Pro B messieurs. Donc ça fait partie des projets et des ambitions qui sont différentes. Ouais, intéressant. Et au cours de tout mon parcours, il y a cette personne qui est le mentor, et puis après c'est 3 projets individuels que j'ai croisés à différents moments de ma carrière, mais qui restent les 3 projets les plus forts. Les plus marquants. Les plus marquants, voilà.
Donc en bas à gauche, donc c'est Stéphanie Leyette qui était, parce qu'elle ne l'est plus, internationale française, qui a été médaillée de bronze en double dame au championnat d'Europe et 8e de finaliste aux Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà. Oui, quand même. Belle carrière. Belle carrière. Voilà. Et entre parenthèses, donc, est devenue ma femme et la mère de mes 2 enfants. Donc, c'est pas négligeable. Une Voilà. belle rencontre, ma foi. Voilà pourquoi elle a marqué ma vie, entre autres. Le projet de vie. Ensuite, il y a Thibaut Porret au milieu. Donc, il faut savoir, c'est Stéphanie, hein, oui. Elle entraîne à Saint-Pierre aussi. Hein, voilà, donc maintenant... Elle fait partie des 10 entraîneurs, j'imagine, voilà, dont tu parlais tout à l'heure. Elle a le statut de ce qu'on appelle un petit peu joueuse-entraîneur. Elle a un contrat de joueuse parce qu'elle est encore titulaire de l'équipe de Pro A pour cette saison. Et puis, parallèlement à ça, elle a un temps partiel en tant qu'entraîneur sur le club. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la structure familiale. Tout à fait. Ensuite, au milieu, c'est Thibaut Porret. Alors, c'est un parcours que j'ai suivi de manière différente pendant plus de 10 ans, puisque Thibaut, je l'ai eu quand j'étais responsable du pôle espoir à Petit Couronne, au CRG de Petit Couronne. Donc, il est rentré au pôle espoir, il avait 9 ans. Voilà, donc je l'ai eu 2 ans vraiment au quotidien à l'entraînement. Ensuite, lui est parti sur un pôle France, notamment le pôle France de Nantes, mais il était licencié sur le club de Saint-Pierre. Donc club de Saint-Pierre. Ce qui t'a permis de le côtoyer encore. Où je me suis retrouvé comme entraîneur. Donc on s'est côtoyé là, mais j'avais plus un rôle avec lui de coach, donc sur toutes les compétitions nationales. Ensuite, lui avait émis le souhait, quand il était junior, que je puisse le suivre au niveau international. Voilà, donc j'avais un suivi également de Thibaut au niveau international et actuellement, donc il n'est plus sur le club de Saint-Pierre, il est actuellement 30 mondial, il fait partie de l'équipe de France senior, qui est championne d'Europe au dernier championnat d'Europe par équipe. Voilà. Ouais, beau suivi, une belle réussite. Ouais. Et qui est licencié au club maintenant du Sport Rouen, il est revenu en la région. Revenu en Normandie, après un passage en Allemagne, en Bundesliga, et puis un passage en Pro B dans un club des Hauts-de-France. Quand on voit la réussite des joueurs qu'on a pu suivre comme ça, ou joueuses, en plus quand elles deviennent notre femme, c'est encore mieux, ça doit être assez marquant, on doit avoir un sentiment de fierté un peu, non ? Oui. Non, oui, c'est évident, quoi. Après, c'est aussi la chance, je sais pas si c'est de la chance, de croiser des profils comme ça. Voilà, parce que... Je pense pas que ce soit que de la chance, parce que tu as créé aussi ces rencontres. Oui, mais il y en a beaucoup quand ils rentrent sur les structures d'entraînement pour l'espoir. Voilà, on côtoie beaucoup de joueurs, quoi. Pourquoi de toute façon, je pense que le champion par essence même, c'est un joueur qui est hors norme. Voilà, qui est hors norme. Tout à fait. Stéphanie, c'est un profil que je connais très bien. Ça fait 20 ans qu'on se côtoie. Et la première des choses qu'elle m'a dit quand elle est rentrée au Pôle Espoir, c'est « je veux aller aux Jeux Olympiques ». Voilà, c'était son premier truc. À l'époque, elle avait 12 ans, quoi. Donc, c'est « je veux aller aux Jeux Olympiques ». Parce que j'ai vu Laure Manodou à Athènes et ça me donne envie d'aller. C'est ça que je veux faire, quoi. C'est ça que je veux faire. Alors, avec le recul, elle pensait y arriver plus tôt, mais elle ne s'imaginait pas la difficulté de la chose. Bon, elle a réussi en participant à Tokyo. Et Thibaut, c'est le même profil, en fait. C'est exactement le même profil. C'est un joueur qui est très, très ambitieux depuis son plus jeune âge, qui n'a pas forcément eu des résultats plus hauts que ça sur ces catégories jeunes. Voilà, c'est quand il était Benjamin minime. Benjamin minime, pour nous, ça correspond à une tranche d'âge 9-13 ans. Voilà, qui n'a jamais été champion de France. Il a dû être une fois médaillé de bronze, mais qui a toujours persévéré là-dedans.
Persévérance. Tout à fait. Important. Tout à fait. Et qui a persévéré là-dedans et qui aujourd'hui, voilà, il est 30 mondial. C'est pas son objectif d'être 30 mondial. Voilà, son objectif, c'est d'être à un moment donné dans l'équipe de France olympique. Il travaille pour éventuellement être à Los Angeles. Il a quel âge? Thibaut, il a 22 ans, 23 ans. Ah oui, donc il est tout jeune encore. Il est jeune, ouais. Mais la concurrence est rude. Le sport de haut niveau est de plus en plus concurrentiel, ça on le sait. Et puis le troisième projet, suivi un petit peu individuel, c'est Jeanne, donc qui avait fait Jeanne Robe qui était venue l'année dernière avec toi, t'accompagner pour expliquer son projet, votre projet ensemble. La coprésentation avec moi l'année dernière, donc le dernier projet en date. Donc Jeanne, elle est arrivée, elle a connu donc moi j'étais plus du tout responsable du pôle. Hein. Elle a 21 ans, Jeanne là 21 ans. 21 ans, ouais. Elle a connu le pôle espoir à Caen, ensuite est arrivée au pôle espoir à Petit Couronne, donc à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans... Alors elle est passée par ce que tu disais, la structure de Blainville sur Orne. Voilà, elle a fait 4 ans. Expliqué l'année dernière. Voilà, elle a fait 4 ans sur le pôle espoir ces résultats faisant, ça veut dire que Jeanne, elle est rentrée dans un processus, c'était à partir de la 6e, donc de 11 ans, elle est partie de chez ses parents pour être dans un internat et faire de sa passion, le tennis de table, une pratique quotidienne, quoi. C'est ça. Ce qui n'est pas un petit truc. Et ensuite, on a croisé, nos chemins se sont croisés quand elle est arrivée sur le CRJS de Petit Couronne. Et parallèlement à ça, elle a signé sur le club de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Voilà. Donc elle a fini son pôle espoir à Petit Couronne. Et ensuite, après discussion avec ses parents, a fait... À ce moment-là, elle obtient le bac. C'est ça, là, son bac. Et deux solutions se présentent à elle. Soit elle continue les études et vit sa passion, mais pas de manière aussi approfondie qu'elle le souhaiterait. Ou alors, elle décide avec toi, puis ses parents, bien sûr, de mettre en berne un peu sa vie en termes de formation estudiantine pour se consacrer pendant 2 ans. C'est ça, 2 ans 2 ans. 2 ans au tennis de table. Et là, on rentre dans une démarche professionnelle. C'est ça. Donc, elle fait le choix. Le choix est fait de mettre ses études entre parenthèses pendant 2 ans. Et on se dit, au bout des 2 années, on fera un point et puis on voit si on poursuit ou si tu veux repasser à autre chose. Donc, on est arrivé au bout des 2 ans au mois de juin l'année dernière. Et puis, Jeanne a fait le choix, et puis c'est ce qui est un très bon choix, je pense, de reprendre ses études. Voilà, de reprendre ses études. Alors, ce qui est intéressant, peut-être que je ne sais pas si tu as vécu ça avec les 2 autres athlètes. Alors moi, c'est là où j'ai rencontré Jeanne et puis que je t'ai rencontré en conséquence. Jeanne, elle met carrément un staff autour d'elle en place. Un préparateur physique, un suivi médical, un accompagnement mental. Et puis l'aspect technique et tactique et puis sportif avec toi. Et là, pour une athlète de 18 ans à l'époque, c'est quand même quelque chose, enfin je sais pas, toi tu peux peut-être en parler mieux que moi, c'est quand même assez quelque chose de très réfléchi et assez exceptionnel quand même. Ouais, complètement, mais de toute façon, on est, tout à l'heure je disais qu'on se rapprochait un petit peu du tennis, mais on est on est complètement là-dedans. Alors après, avec pas les mêmes moyens financiers, hein. Donc, mais pour les trois profils, c'est exactement ça. C'est-à-dire, Stéphanie, elle était sur le pôle à Rouen. Ensuite, elle a basculé à l'INSEP. Thibaut, là, est encore actuellement sur le pôle France à Nantes. Et puis Jeanne a été sur une structure d'entraînement régionale et puis après sur le club. Mais dans les 3 cas, en fait, ils ont un principe un petit peu de ce que tu dis de staff, voilà, avec des personnes référentes, que ce soit en termes de préparation physique, en termes d'entraînement, en termes de suivi de coaching, en termes de préparation mentale. Voilà, les 3 ont ce fonctionnement-là. Alors, certains, c'est une relation particulière
voilà, quand on est à l'INSEP, une relation particulière avec le préparateur physique de l'INSEP. Thibaut, Stéphanie avait un préparateur mental extérieur. Thibaut travaille avec un préparateur mental qui intervient au sein du CREPS de Nantes. Mais chacun a son staff, en fait. Voilà, à son staff. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est cet aspect staff qui permet à ces jeunes de rentrer dans une démarche professionnalisante pour, professionnelle, pas professionnalisante, mais professionnelle, pour permettre justement la réalisation de leurs projets, les Jeux Olympiques, rentrer dans l'équipe de France olympique. Et Jeanne, son projet, c'était de vivre sa passion à fond, en fait. Oui, complètement. Si bien que Jeanne, aujourd'hui, elle a arrêté son projet de 2 ans consacré au tennis de table. Et puis, elle joue dans 2 autres équipes européennes. Enfin, là, un contrat s'est terminé avec la Pologne. Mais, et puis, elle se consacre aussi à des études pour devenir kiné. Hein. C'est ça. Donc, elle a demandé un aménagement au niveau de l'UFR STAPS de Rouen pour pouvoir faire son projet d'en rentrer en école de kiné en 2 ans. Donc là, on est vraiment dans le statut de haut niveau qui gère à la fois sa carrière sportive et sa carrière professionnelle, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, elle a passé un petit virage. On est dans la situation où je reprends des études, je trouve des aménagements. Alors, je ne sais pas si c'est dans tous les UFR la même... On a un suivi des sportifs de haut niveau. D'ailleurs, c'est Guillaume Martin qui s'en occupe ici. Donc, voilà, mais ce n'est pas tout à fait la même organisation qu'au STAPS de Rouen. Voilà, je sais que Jeanne a la possibilité, donc elle étant joueuse listée sur les listes de haut niveau, donc elle a la possibilité d'aménager ses cours un petit peu comme elle le souhaite, et la possibilité de dédoubler sa première année, de faire sa première année en 2 ans, ce qui n'empêchera pas d'intégrer une école de kiné. C'est-à-dire que nous, le problème, c'est qu'à Caen, on est plus sur des contrôles terminaux et moins de contrôles en cours de formation. Alors qu'à Rouen, là, ça lui permet vraiment de réaliser son projet, puisqu'ils sont sur plutôt des contrôles en cours de formation. Donc moins de CT. Et sa présence régulière qui fait qu'elle valide ses UE. Elle a pu diffuser sur 2 ans sa formation, quoi. Donc voilà un petit peu pour les 4 personnes marquantes. Marquantes, voilà, c'était le mot. C'est le mot. De ma carrière. Est-ce qu'il y a des questions sur la formation, sur le développement de la carrière de Yann, qui, comme vous pouvez le constater, est très riche, faite d'opportunités, de choix. Je disais l'autre jour, choisir, c'est renoncer. Hein, ça veut dire qu'on renonce à certaines choses pour en faire d'autres. Et toi, tu as quand même mis en avant l'aspect du projet humain, hein, à travers Saint-Pierre, il y a quelques années, quoi. Oui, et puis à travers, les rencontres du club, à travers des projets individuels comme ça. Juste, c'est un petit peu en termes de conclusion, quoi. Mon parcours m'a permis, mais aussi parce que j'ai souhaité le guider comme ça, de vivre énormément de choses humainement. J'ai eu l'opportunité de voyager énormément, un petit peu sur tous les continents. J'ai eu l'opportunité de faire 4 stages en Chine. Savoir que pour nous, la Chine, c'est la Mecque du tennis de table. C'est le Graal. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là. Ensuite, la rencontre de personnes au quotidien, c'est ce qui nous permet de nous enrichir professionnellement, de guider un petit peu notre carrière professionnelle, et puis nous enrichir également humainement. Il y a une chose me concernant, dans mon parcours professionnel, c'est que Frédéric l'a dit, hein, je ne crois pas au hasard. Voilà, je ne crois pas au hasard. Je crois plus aux opportunités que l'on sait saisir à un moment donné dans notre parcours professionnel. Et juste pour revenir sur le titre de départ, Frédéric vient de le dire, c'est que c'est au-delà d'un métier, c'est un choix de vie. Voilà, c'est un choix de vie et c'est une passion qui est au centre de notre vie. Voilà. Alors
peut-être en guise de conclusion, Enzo, une petite question. Alors, je m'appelle Hervéron Enzo, donc spécialité volleyball. J'aimerais bien devenir entraîneur. Et je voulais savoir qui est-ce qui vous a mis sur le chemin de l'entraînement, quelles sont les motivations qui vous ont dit ouais, je veux me lancer là-dedans. La passion du tennis de table au départ, voilà. L'envie de transmettre. Après, attention, hein, quand j'ai démarré vraiment mon premier contrat professionnel, comme on l'a vu tout à l'heure sur le club de Mondeville, j'avais pas spécialement l'intention de me diriger vers le haut niveau, mais c'était l'envie de transmettre le peu de connaissances que j'avais à l'époque dans le tennis de table. Et puis après le contact avec le haut niveau, mais dès mes débuts sur le club de Mondeville, m'ont donné envie d'aller dans ce domaine-là, dans cette direction du haut niveau. Très bien. D'autres questions afin de conclure la conférence de Yann? Non? Alors, un grand merci Yann pour ta présence. Merci à tous. Même si nos étudiants étaient un peu moins prolixes aujourd'hui, mais peut-être parce que l'activité est plus peut-être pas confidentielle, je ne sais pas si c'est le mot, ou un peu moins connue, ou que tout le monde a difficile à appréhender, je pense. Plus difficile à appréhender. Néanmoins, une question intéressante sur le métier d'entraîneur de la part d'Enzo, merci. Et puis, on te remercie beaucoup. Merci. Avec plaisir de te recevoir encore, si tu le souhaites. Tout à fait. Et puis de tout ce témoignage, aussi bien de ton métier que de ta formation et de ton parcours. Merci à vous. Merci pour votre écoute.